Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur la radio des Sans-Voix. Vous êtes à l'écoute de votre émission Valeurs humaines. Cette émission consacrée chaque semaine à une personnalité de valeur qui a beaucoup fait au service du pays et au service d'autrui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Mohamed Rafir, dit Mouhklichi. Bonjour Monsieur Rafir et bienvenue sur la radio des Sans-Voix. Merci de votre invitation et je suis très heureux justement de répondre à vos questions. Monsieur Rafir, j'ai lu la 4e édition de votre livre Droit d'évocation et de souvenance sur le 17 octobre 1961 à Paris. Franchement, j'ai été très impressionnée par votre parcours. En effet, vous avez consacré toute votre vie pratiquement à militer de façon infatigable pour la préservation de la mémoire des martyrs du 17 octobre 1961 en tant qu'acteur et organisateur en votre qualité de responsable FLN à la Fédération de France. Ces martyrs ont été jetés dans la Seine et d'autres assassinés ou emprisonnés et torturés à mort. Et ce après la mémorable marche pacifique du 17 octobre 1961 à Paris, qui a été réprimée sauvagement, dans le sang, par la police du préfet Maurice Papon. Pouvez-vous nous parler de votre parcours d'engagement et de militantisme en nous précisant d'abord pourquoi votre surnom de Mouhklichi et d'éclairer enfin nos auditeurs sur cet événement tragique jusqu'à l'aboutissement de notre souveraineté nationale. Ben voilà, je n'aime pas que je parle de moi-même, parce que je laisse les autres parler de moi-même, mais pour ce qui est maintenant de cet événement que j'ai vécu personnellement, et encore je l'ai vécu pas tout seul, puis je suis un des acteurs, il y en a des milliers, mais des milliers dans le sens où la hiérarchie de l'époque, et Paris, on l'a divisé, le FLN a divisé Paris en deux wilayas, la rive gauche et la rive droite. Parce que la Seine coupe Paris en deux déjà. Voilà. Donc administrativement, les Français jusqu'à présent, la rive gauche et la rive droite, ils appellent ça. Nous, on a utilisé ça pour nos wilayas. La rive gauche, c'est une wilaya 1, et la rive droite, c'était la wilaya 2. Voilà. Donc c'est ça Alors moi, j'ai parlé dans mon livre que de la wilaya 1, là où j'ai vécu personnellement. La wilaya 2, ils sont voisins, ils ont reçu les mêmes directives que nous, mais je ne peux pas répondre à comment qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont bien appliqué? Je n'ai pas à répondre. Maintenant, j'ai parlé que de moi-même. Maintenant, le mot, moi, j'ai dit j'ai horreur de parler de moi, mais je suis obligé vis-à-vis des jeunes, justement. Vis-à-vis des jeunes, moi, je me trouvais à Alger au déclenchement de la Révolution, dans un centre de formation professionnelle. J'avais 20 ans, en 54, j'avais 20 ans. Donc, quand j'ai terminé mon stage, pour monter au maquis, à l'époque, par quels moyens, on ne savait pas à qui s'adresser à qui. On n'est pas structuré pour arriver comme ça. Donc, j'étais pris par les gendarmes à l'époque comme insoumis, parce que j'étais en français à l'époque, je dépasse 20 ans, j'ai terminé ma formation, et voilà, il faut que j'aille au service militaire. Donc, on m'a pris à Bellecour, justement. On m'a arrêté à Bellecour. On m'a incorporé dans une à Blida, caserne Bizot, en tant qu'insoumis. Alors, donc, je dois être sous les drapeaux français. Alors là, c'est là où ça commence Alors là-bas, à la caserne, je me rappelle, à Blida, tous les matins, le drapeau français à nos enfants de la patrie, pendant que nos moudjahidines sont dans les montagnes. Là aussi, ça m'a un peu perturbé, d'autant plus que j'avais des leçons à l'époque. J'étais dans les scouts musulmans algériens. Je savais justement qu'est-ce que c'est le nationalisme, et en même temps certains versets restent dans ma tête encore. C'est dit en arabe bien sûr, parce que dans les scouts musulmans algériens, c'est traduisible, mais quand je le dis devant les élèves maintenant, dans des lycées, j'ai fait une 50aine de lycées, parce que moi je me porte volontaire vis-à-vis des établissements scolaires pour faire un témoignage vivant. Un témoignage, on ne m'a pas raconté, je raconte ce que j'ai vécu, pour que ces enfants puissent comprendre justement le sens du djihad, le sens justement de s'engager pour la liberté de son pays. Quand je commence le verset là, justement, des scouts musulmans algériens, 46-47, je vous dis, ce n'est pas... alors je leur dis, حب الجزائر واجب علي روحي ومالي للوطنية. Ça, on le chante, mais on ne connaissait pas le sens à l'époque. يا أمي علاش تبكي عليا ولدك مضحي على الحرية. Ça c'est en 46-47 quand il y a eu l'os. شبان بلادي قوموا جميعا حياة الذل راهي شنيعة. دمي نعطيه روحي نهديه لا نفرط فيك يا وطني ونسي ولدي العزيز علي. بلادي أحبك فوق الذنود
Et quand je le dis dans les lycéens, surtout les filles, pleurent. En 47, c'est pas hier, hein. Nous, on connaît pas le sens, mais c'est maintenant que ça me revient. C'est un engagement pour mourir. Alors, tous ceux qui sont morts au Maki, c'est pour mourir. Personne n'a pensé, justement, être de retour, justement. Et ben, donc ça, bon, maintenant, je me suis sauvé de la caserne de Blida. On m'a donné une permission pour le week-end. Et ben, moi, j'ai pris le bateau. J'ai gagné un peu d'argent, j'ai pris le bateau. À l'époque, il n'y avait pas, je suis sonné avec mes papiers. J'ai pris le bateau, direct Marseille. Marseille, j'ai pris le train directement Clichy. Clichy, sur le fief, il y avait mon père déjà là-bas. Tous les gens de mon village, ils habitaient Clichy. Mon village est la région de chez nous, quoi, de Bniala, etc. Ils habitaient Clichy. C'est ça le. Et ben, donc j'ai atterri là-bas. Et ben, quelques jours après, il y a eu les premières cellules du FLN sont créées déjà. Et ben, celui qui a patronné justement ces créations des cellules du FLN, c'est un certain Mohamed Cherif Medouni, c'est un homme, c'est un compagnon de Boudiaf, de Didouche Mourad, etc. Dans le TLD, dans le PPM TLD, bien sûr, c'est leur compagnon. Alors donc, il a été désigné pour organiser le FLN. Et ben, parce que c'était les messalistes qui étaient à l'époque. Et ben, donc, quand je suis arrivé là-bas, ce Medouni, comme il me connaît, j'ai un peu d'instruction, je dirais pas beaucoup, mais un peu. Alors là, il a réuni tous les militants de chez nous, dans un café, je me rappelle. Il les a réunis en disant, il a dit, mais je vais partir en Algérie parce que je vais monter au Maki. Je n'ai pas le droit de rester ici parce que la police, ils vont me tuer, ils vont m'arrêter et sinon, les messalistes, ils vont me tuer parce qu'ils savent que j'étais avec eux. Maintenant, je me suis détaché. D'ailleurs, ils l'ont tabassé à mort, déjà. Il a échappé. Il m'a dit, en Kabyle d'ailleurs, il m'a dit là-bas chez nous on t'appelle Mohamed Hafir, le nom de famille, et ici on t'appelle Mouh Clichy. Donc tu as le nom de guerre, c'est Mouh Clichy à partir de maintenant. Voilà, donc c'était en 55 d'ailleurs. Voilà le nom de Mouh Clichy et je garde jusqu'à présent. J'aurais aimé que le passeport biométrique porte Mouh Clichy. C'est dommage, ça ne peut pas se faire. Voilà. Monsieur Raffer, nous sommes à quelques jours du 5 juillet, fête de l'indépendance nationale. Pouvez-vous dire quelque chose sur l'incident direct qu'a induit cette marche pacifique du 17 octobre 1961 à Paris et sa contribution d'avoir accéléré le recouvrement de l'indépendance? Eh ben, d'autant plus qu'il a été justement les historiens français et d'autres écrivains, ils l'ont toujours baptisé en tant que bataille. C'est une bataille. Ce n'est pas une marche pacifique, bien sûr. Tout le monde peut faire des émeutes, etc. Mais c'était une bataille politique du Front de Libération Nationale, bien sûr organisée par la Fédération de France, mais avec l'aval du gouvernement provisoire de la République algérienne. Parce que tout ce qui se fait en France, au sein de l'immigration à l'époque, eh ben, c'est pas une anarchie. On ne fait pas les choses nous-mêmes. Tout ce qu'on peut faire sur le plan international, bien sûr, on demande l'avis de nos responsables, le comité fédéral qui se trouvait en Allemagne, à titre de sécurité justement, parce qu'à l'époque, en 57, avant 57, tous les responsables se trouvaient en France. Il y a eu des arrestations. À chaque fois, l'organisation a disloqué. Et Ben Ramdan, en juin 1957, a désigné Omar Boudaoud à partir du Maroc pour chapeauter le comité fédéral en lui disant mais installez-vous en dehors des frontières françaises pour échapper justement à chaque fois à la dislocation de l'organisation. Et bien c'est ce qui s'est passé. Donc Omar Boudaoud il est venu, il a pris son staff, ils étaient 5 justement, on n'a pas à dire les noms, c'est qu'ils sont connus. Et bien ils sont installés en Allemagne. Donc nous sommes sur le terrain, les hommes du terrain. Voilà, nous il y a un réseau entre nous d'information, bien sûr, de liaison. Il y a eu des Algériens déjà, des Algériens et des Algériennes surtout, les femmes, parce que sans cela, ils ont joué un rôle très important, il faut le souligner. J'arriverai peut-être à dire Fatima Beddar, qui a été jetée à la Seine à une collégienne de 15 ans. Donc, elle a donné sa vie justement pour l'Algérie. Donc, la femme, vraiment pour nous, c'était le support de la Fédération de France du FLN. Plus le réseau Janson, justement, tous les Françaises et Français intellectuels de haut niveau qui nous ont aidés, ils ont aidé justement, ils ont aidé un peuple qui est opprimé, justement, qui demande sa liberté, c'est tout. Ce n'est pas pour amical ou quelque chose comme ça, sur le plan humain. Bon, maintenant, ce 17 octobre,
je crois que moi je le scinde en trois parties. Pour ne pas être peut-être long, eh ben, en trois parties. Ça veut dire les origines, pourquoi le 17 octobre, pourquoi ce n'est pas décembre ou ce n'est pas avant, etc. Et pourquoi justement l'organisation, la préparation et l'organisation de cet événement, et en même temps les résultats, l'impact, surtout l'impact, quels que soient les morts. Quand on a déclenché la révolution du 1er novembre, les 6 qui l'ont déclenché, ils savent qu'il y aura des morts, des milliers pour ne pas dire des millions. Ils le savent bien. Et nous aussi, quand on a justement déclenché justement cette manifestation qui a été autorisée, ça veut dire même dictée par nos responsables, et le GPRA, puisqu'il est impliqué, puisque l'ordre est venu de lui, et bien donc, quand De Gaulle, moi je commence par De Gaulle, il est venu en 58 en France, ça veut dire qu'il a repris ses fonctions, il a été rappelé. Première déclaration qu'il a faite quand il est venu à Alger, justement, au forum d'Alger comme à l'époque, eh ben, il avait dit l'Algérie française de Dunkerque à Tamanrasset. Alors donc pour contenter un peu les pieds noirs et tous ceux qui est l'armée française, pour les encourager. Alors donc avec ça, il a mobilisé 800 000 hommes, entre 58, 59, 60, 800 000 hommes qu'il a mobilisés pour mater la révolution algérienne. Bon, pour lui, c'est de la rigolade, il va la mater en 5-7, surtout avec les harkis, etc. Il pense que c'est ça que... Eh bien finalement, nous, en France, on a réagi justement à cette déclaration. Le CCE, Comité de coordination et d'exécution, avant la création du GPRA, en Égypte, justement au Caire, et ben Farhat Abbas, et ben avant le GPRA, il a représentant du CCE, Comité de coordination et d'exécution, élargi parce qu'il y a eu un comité de 5 pendant le congrès de la Soumam, quand il y a eu ces disloqués, quand l'armée est arrêtée, les 4 ils sont partis en Tunisie, etc. Et ben ils ont élargi le CCE. Donc Farhat Abbas y faisait partie. Donc c'est lui en son nom du CCE qu'il a déclaré au Caire. Le FLN justement déclare dans un plan qui consiste à transporter la guerre sur le sol français pour libérer l'Algérie. Voilà, ça c'est en nom du CCE. Donc c'est déjà un élément qu'il faut tenir compte. Par la suite, eh ben De Gaulle, justement avec son acharnement bien sûr pour mater la révolution algérienne, avec les 800 000 qu'il a mobilisés, eh ben nous on a engagé un second front armé en France, selon ce qu'a déclaré Farhat Abbas et ce qu'a déclaré justement Abban Ramdan avant sa mort. C'est lui qui a, avant sa mort, c'est lui qui a donné des ordres à Omar Bedaoud le 10 juin 57, je donne même la précision. Il lui a dit, tu vas prendre les éléments, étoffer le comité fédéral, s'installer à l'étranger, mais préparez-vous au moment opportun, justement, pour transporter la guerre sur le sol de l'ennemi. Les 300 000 Algériennes et Algériens à l'époque, scrutés au sein du FLN, c'était une armée, hommes-femmes. Le 25 août 1958, le second front armé est engagé. Quand on dit second front armé, chose qui n'est pas connue par nos enfants, hélas, c'est ça l'histoire. Le premier front armé, c'était le 1er novembre 54 en Algérie, et le second front armé, c'est sur le territoire français par justement la Fédération de France, par l'immigration, d'une manière générale. Les ordres qu'on a reçus à l'époque, justement, pour préparer justement les actions armées, mais pas les civils surtout. Alors, surtout, les objectifs, ce qui a été ciblé, les objectifs militaires et économiques, uniquement. Les casernes, les commissariats, enfin même sur le plan économique déjà, toutes les raffineries de pétrole doivent être attaquées, justement, pour que le pétrole algérien, qui est venu de 56, ils l'ont découvert, ils le ramènent à l'état brut en France, le raffiner, et il retourne à l'armée française pour tuer les Algériens. Donc ça c'est Abban, avec Ben Mehdi, etc. C'est là où ils ont, paraît-il, d'après des éléments qui ont assisté au congrès de la Soumam, il a juré il a dit que le pétrole qui part ici, chez nous, pour revenir nous tuer, il viendra le jour où on va le brûler en France. Eh bien la première cible c'est celle-là. La plus grande raffinerie de France, il a été brûlé à 0h15. 130 000 mètres cubes qui ont éclaté, justement, nos commandos, ils ont fait leur travail avec d'autres raffineries. Donc cet élément, mais De Gaulle ne s'attendait pas à une action comme ça. Il s'attendait à étouffer la révolution qui se trouve en Algérie, quand là-bas les émigrés, on finira par les arrêter, etc., etc. Mais déclencher un second front armé en France, c'est une autre paire de manches qu'il fallait relater justement pour nos enfants. Eh bien, De Gaulle en 59,
Qu'est-ce qu'il fait? Puisque j'arrive maintenant, je donne un peu par chronologie de façon à arriver au but. Eh bien, en 59, De Gaulle, avec Michel Debré, qui était son Premier ministre, et Michel Debré a fait venir Maurice Papon de Constantine. Il était préfet de Constantine, c'est connu. Je dirais, c'est un boucher, je dirais le mot carrément. Peut-être il est trop fort, mais c'est ça. Préfet de police de Paris. Alors c'est là où il a décrété même un premier couvre-feu, parce que le 17 octobre, c'est le deuxième couvre-feu. Il faut que les gens le sachent, justement, c'est l'histoire. 1er septembre 1958, le premier couvre-feu a été décrété pour les Algériens. Ils ne sortent pas la nuit, etc., etc. Et on a continué à sortir, quel que soit le prix. Et ben, en 59, donc, De Gaulle, il a fait venir, par le biais de Papon et de Michel Debré, 500 harkis sont venus d'Algérie. Sélectionnés d'Algérie, parce que nous, chez nous, on n'avait pas de harkis là-bas. On a des gens, quand on a quelqu'un qui collabore avec la police d'une manière, etc., nous, tout de suite, si on a des preuves, il est éliminé physiquement. Je le dis, je le redis. Donc après, on a mis le holà à tous ceux qui collaborent avec la police. En faisant venir les harkis, penser étouffer, et nous étouffer, finalement. 500 harkis venus, placés à Paris, à Barbès et tous les points chauds de Paris, effectivement. Ils leur ont fait une tenue spéciale, avec des calots, etc. Même pas habillés comme la police française. Encadrés par la police française, les officiers français. Ça aussi, c'est un point qu'il faut souligner. Et bien, De Gaulle, quand il a vu que ça n'a pas marché, le 16 septembre 59, il a déclaré l'autodétermination des Algériens. Que le peuple algérien, justement, s'exprime d'une manière de ce qu'il a dit, lui. Mais le GPRA a refusé, justement, cette offre-là. Parce que De Gaulle, il demande le cessez-le-feu avant. Alors, si je te rends les armes, le GPRA a refusé, justement, cette proposition. Le 5 septembre 1960, il y a eu le procès de Rosa Johnson à la caserne Ruiz, le tribunal militaire, parce que tous les Français qui ont collaboré avec nous dans le réseau Johnson, c'est des intellectuels, des philosophes, pour la plupart, c'est des hauts niveaux. Alors donc, il y a eu quand même des arrestations parmi les nôtres, les responsables, et les Français, il y a eu 17 Français comparus devant le tribunal militaire à l'époque. Direct condamnés à mort. Ils voulaient faire comme Yves Tan, qui a été arrêté 1 mois après, il a été exécuté. Parce que pour servir d'exemple, soi-disant, que d'autres Français ne font pas ce travail-là. Ce procès-là du 5 septembre 1960, il a fait encore, c'est une bombe pour la France encore. Donc, il ne s'attendait pas à ça. Jean-Paul Sartre, justement, il avait déclaré, si Johnson m'avait demandé, parce que c'est son égal, pour sûr, il est philosophe comme lui, si Johnson m'avait demandé de porter les valises du FLN et héberger les militants du FLN recherchés, je l'aurais fait sans hésitation. Ça, c'est là. Donc, De Gaulle, il ne se retrouve pas dans ça. Maintenant, c'est la classe intellectuelle qui le dérange. Procès-là qui est sensationnel sur le plan international, que le FLN a engagé en France, ça veut dire que c'est les Français qui l'ont fait, mais ça nous a permis à nos responsables à l'extérieur d'exploiter ça. De Gaulle, il est venu en tournée des popotes, comme on l'appelait à l'époque, à Ain Temouchent le 9 décembre 60. Il est venu à Ain Temouchent. Et bien, à Ain Temouchent, c'est là où il a déclaré, il a changé de langage, il a déclaré l'Algérie algérienne. Donc, et en même temps, il a incité ses officiers, justement, à faire sortir les Algériens dans la rue pour crier l'Algérie algérienne, pour approuver ce que lui-même avait dit, parce qu'il y a les peignoirs derrière lui, etc. Il veut avoir cette force-là des Algériens pour pouvoir y aller là où il veut y aller. Même ceux qui ont fait l'armée à l'époque, la Deuxième Guerre mondiale, les vieux, là, avec leurs médailles, ils sont sortis là-bas, ils ont encadré, etc. L'Algérie algérienne, etc. Donc, De Gaulle. Après cette étincelle, justement, il est venu à Alger. Même dans d'autres villes, en particulier à Alger, la Casbah, Bellecour en particulier, c'est là où il y a eu les fameuses manifestations du 11 décembre. Ça a commencé le 10 décembre, là je ne vais pas m'étaler sur ça. Le 10 décembre, c'était une manifestation spontanée, je dis le mot spontané. Le colonel Hassan, il est toujours vivant, le colonel de la Wilaya 4. Spontané, parce que les gens, du moment qu'ils ont entendu ça, l'Algérie algérienne, mais après, dans la soirée du 10, l'organisation, la Wilaya 4, a pris l'initiative de confectionner des drapeaux toute la nuit, puisque ça a été dit déjà comme ça, l'Algérie musulmane, libérer les 5 détenus, Moudiaf, etc. Il ne faut pas dire l'Algérie algérienne. C'est la catastrophe, elle est connue, déjà, tout Salambier, Bellecour, la Casbah, tout le monde, il y a eu ces manifestations. Mais l'armée française, il faut dire, ça a été dit, c'est constaté, l'armée française n'a pas tiré sur la foule. Au contraire, l'hélicoptère tournait justement, paraît-il, à l'époque, mais ceux qui ont tiré, c'est les peignoirs.
dans leur maison, et comme ils étaient armés, c'est eux qui ont tiré sur la foule. Non, De Gaulle, ça aussi, ça l'a dérangé. Justement, le 8 janvier 1961, il a organisé le référendum en France. Est-ce que le peuple français accepte l'autodétermination? Eh bien, le peuple français a répondu avec plus de 80% de oui, justement, à part les extrémistes, ça c'est connu. Eh bien, De Gaulle, il a demandé des contacts avec le GPRA, maintenant qu'il a l'aval du peuple français pour reprendre, pour les négociations. Parce qu'il y a eu des contacts auparavant, mais ils n'ont pas tenu. Eh bien, donc, ils se sont mis d'accord pour engager les pourparlers à Évian le 7 avril 61, avec les 2 délégations pour engager les négociations. Eh bien, le 31 mars, tenez-vous bien, l'OAS, puisque l'OAS a été créé le 15 février 1961, à Madrid, l'OAS a tué le maire d'Évian, à Camille Blanc. Parce que lui, pourquoi qu'il accepte que la négociation se passe chez lui? Les contacts ont été repris le 20 mai avec le GPRA. Mais De Gaulle ne veut pas parler d'indépendance. Justement, indépendance de l'Algérie du Nord et pas surtout le Sahara, il n'est pas question. Sahara, c'est à nous, territoire français, etc., le pétrole, tout ça. Eh bien, les nôtres, ils ont refusé. Alors, le 28 juillet, la délégation algérienne a quitté la table de négociation. L'intégrité du territoire. Après le 28 juillet, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, les extrémistes, Papon, Debré, le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, le ministre de l'Intérieur, ils étaient contre De Gaulle. Donc, Edmond Michelet, qui était ministre de la Justice à l'époque, garde des Sceaux, et Debré, lui en veut parce que Debré avait déclaré à l'époque que le FLN existe même au sein du gouvernement français, en faisant allusion à Edmond Michelet. Août-septembre, parce que c'est les mois très durs pour nous. Malgré que nos fidayines, ils ont fait leur travail vis-à-vis des Harkis. Encore, j'ouvre une parenthèse pour dire que la Seine n'a pas consommé le 17 octobre seulement. La Seine a consommé des militants et des Algériennes et des Algériens depuis l'avènement des Harkis. En 60 déjà, à chaque fois dans nos rapports, on marque des absents. Ça veut dire des disparus. Disparus, finalement, c'est la Seine qui les consommait. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Eh bien, octobre, que nous, on a continué nos fidayines, ils n'arrêtent pas. Eh bien, il y a eu un accrochage, justement, entre la police française et les Harkis, et les officiers qui ont encadré les Harkis. Eh bien, il y a eu 2 officiers tués, français, avec les Harkis, bien sûr, par nos éléments. Eh bien, Papon, dans l'enceinte de la préfecture, avait déclaré, quand ils allaient enterrer leurs officiers, les Harkis, non, il faut les enterrer comme des Arabes là-bas. Eh bien, alors il avait déclaré, pour un coup reçu, il faut en donner 10. Ça, c'est un ordre. Il faut en donner 10. Eh bien, la police a eu les mains libres. Alors, donc là où il trouve un Arabe, il faut le tuer. Quand il y a eu donc voilà la revanche, comment qu'elle est faite. Eh bien, avec ces éléments-là, eh bien, comme ça, nos éléments, ils ont fait leur travail. Malgré qu'il y a eu des morts sur nous aussi. Le 5 octobre 1961, il y a eu une réunion extraordinaire du gouvernement français dans laquelle ils ont décidé le couvre-feu pour les FMA, français musulmans algériens. On avait un nom, ils nous ont donné un nom, français musulmans algériens, ne doit pas sortir de telle heure à telle heure, de 5h30, de 20h30 à 5h30 du matin, à partir du 6 octobre. Eh bien, nous, le 6 octobre, c'était effectivement la directive. On risque gros si on laisse nos éléments sortir. Ce n'est pas comme la première fois. Donc, on a écrit des rapports, nous, la base, avec ce que nous écoutons de ce qui se passe dans la base, on a écrit nos rapports qu'ils ont transmis, justement, au comité fédéral en Allemagne, par le biais toujours des liaisons. Et le comité fédéral a transmis, justement, au GPRA. Eh bien, le 12 octobre, on a reçu la directive. Ils ont justement admis ce que nous avons dit en 2e position. Alors donc une marche pacifique ils ont dit à partir du 14, parce que le 14 c'était un samedi. Ça aurait fait un effet parce que tout Paris sera dans la rue, ils vont constater. Mais comme le 12, on a reçu, le 14, il est trop près pour informer tout le monde. Parce qu'il faut informer tout le monde de bouche à oreille. Ce n'est pas par écrit. On a interdit d'écrire. Donc on a pris la date de 17. C'est 17, on a eu le temps justement d'informer tout le monde, de les préparer. Mais ce que je peux signaler, c'est que la base, tous les jours, ils nous disent, nous on va sortir. On s'en fout des ordres. On va sortir parce qu'on est en prison. Le 17, au soir, à 20h, tout le monde dans la rue. Et encore dans les grandes artères de Paris. Ce n'est pas dans les banlieues. Tout ce qui est métallique, il faut être interdit. Comme ça, quand on fouille, ils ne vont pas dire qu'on nous a tapés, etc. Et bien, donc, ce 17 a été quand même
une boucherie totale, qui est connue. Le 18, d'après la directive qu'on a reçue, le 17, tout le monde, hommes, femmes, enfants, etc. Le 18, c'est les commerçants, ils doivent se fermer par 19h, ils doivent fermer leur boutique. Et le 19, dans toute la France, les femmes seulement, les femmes dans toute la France doivent y aller devant les commissariats, devant les prisons, pour manifester, pour dire libérer nos enfants, libérer, etc. Ce n'est pas, voilà, l'indépendance de l'Algérie, tout ça, des slogans dans toute la France, toutes les villes de France. Et ben, donc cet événement, quand même, a été quand même médiatisé sur le plan international. À l'époque, on disait Paris, capitale des droits de l'homme. Quel droit de l'homme finalement? Et en même temps, capitale, justement, le miroir du monde, on appelle Paris à l'époque, avec sa tour Eiffel, le miroir du monde. Finalement, ce miroir-là, le FN l'a transformé en vrai miroir que tout le monde a su comment la France nous a traités en Algérie et a traité en sein de Paris même. Le 28 octobre, De Gaulle a demandé reprendre contact avec le GPRA. Parce que c'est maintenant, par le biais des Suisses, les Suisses ont contacté le GPRA et le GPRA a répondu. On est prêt, on est toujours prêt à négocier, mais sérieusement, justement. Alors donc, la première rencontre a eu lieu à Bâle, en Suisse, entre deux délégués du GPRA et deux délégués français. Et ben ça aussi, il faut le souligner. De façon, quand ils sont rencontrés à Bâle, et ben Reda Merk, il est toujours vivant, et Mohamed Stek Ben Yahya, les représentants du GPRA. Du représentant du gouvernement français, c'est Claude Chaillet et Bruno Delos. Alors ils sont arrivés, d'après Reda Merk dans son livre L'Algérie à Évian, il l'a bien dit, et ben il a dit quand on s'y met à table, on leur a dit maintenant, est-ce qu'on va négocier maintenant sur l'intégrité du territoire? On continue toujours à bafouiller. Et ben il a dit, le Claude Chaillet a répondu en disant maintenant, De Gaulle nous a donné l'ordre de discuter sur l'intégrité du territoire. Parce que le gouvernement français et le général de Gaulle sont très inquiets du mouvement de foule du 17 octobre 61. On s'est séparés, 28 et 29, samedi et dimanche d'ailleurs, 1er novembre 61. Ben Khadda, à partir de Tunis, il avait déclaré si la France continue encore à bafouer sur les négociations, elle sera encore remise, on va la poursuivre. Le 1er novembre 1961, Ben Khadda a décrété le 7e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Tout Algérien, là où il est, il doit manifester, justement, cet anniversaire doit être manifesté d'une manière il faut qu'il pense à ce 7e anniversaire, justement. 15 000 détenus algériens en France, eh ben, ils ont fait la grève de la faim. Au lieu de faire un jour, eh ben, comme quand Edmond Michelet a démissionné, donc le régime qu'on a décroché, justement, il a été supprimé par Debré et Roger Frey, etc. Ils ont supprimé pas mal de choses qu'on a obtenues. Et bien alors, donc, la grève de la faim, au lieu de faire un jour, ils ont fait 20 jours. Du 2 novembre au 22 novembre, 20 jours de grève de la faim. Il fallait que l'ONU intervienne parce que les pays afro-asiatiques qui ont reconnu le GPRA, ils ont déposé une résolution à l'ONU. Et à l'ONU, la résolution, je l'ai mise même dans le livre, la résolution elle-même, qu'elle oblige la France à négocier et à libérer l'Algérie. Voilà, justement l'autodétermination du peuple algérien. Et en même temps, la Croix-Rouge internationale s'est déplacée à Paris avec les représentants des détenus à l'époque. Eh ben, ils ont négocié que De Gaulle a lâché tout. Même, il n'y a pas que les points d'Edmond Michelet, même autre chose. Il a dit maintenant, nous sommes au stade, il faut leur donner tout. À part la liberté, il ne faut pas les libérer, c'est tout. Hein. Leur donner tout ce qu'ils voulaient, justement. Donc, ils ont repris, justement, les négociations la fin novembre, alors périodiquement, bien sûr, avec des éléments nouveaux, délégation sur délégation. Eh ben, ça a duré jusqu'au 17 mars 1962, à 17h40, les accords d'Évian, ils étaient ficelés, terminés. 5 mois, jour pour jour, entre le 17 octobre et le 17 mars 1962, les accords d'Évian, ils étaient terminés. De 195 feuillets, justement. Ça veut dire que les accords d'Évian, d'une manière générale, ils étaient terminés. Alors donc, le 18, c'était la signature des accords d'Évian, et le 19, à midi, c'était le cessez-le-feu. Donc l'apport de ce 17 octobre, c'est celui-là qui a poussé justement De Gaulle à y aller encore plus vite pour négocier et libérer l'Algérie. C'est des éléments quand même qui sont palpables, qui sont dans les historiens français. Je cite Jean-Luc Hunaudy dans son premier livre de 1991, La bataille de Paris. Il a donné des éléments que nous-mêmes, on n'avait pas.
Il a même aligné dans son livre 450 noms qu'il a eu les archives avec la police, il a été dans les cimetières, dans les hôpitaux, etc. Alors 490 noms qui sont morts pendant cette période-là du 17 octobre. Plus les disparus, il y a les inconnus, il y a même des inconnus. Il y a des noms, il y a des inconnus. Il y avait combien de disparus? Eh bien, les disparus, vous savez, jusqu'à présent, on n'a pas des statistiques officielles. Hein. Et ça fait 54 ans que nous sommes indépendants. Le ministre des Moudjahidines, eh ben, il pouvait faire justement les statistiques de ces disparus et de ces morts même. 54 ans après l'indépendance, c'est malheureux d'arriver à ce stade. Alors voilà, je vous donne un peu le jet sur le 17 octobre. C'était un événement qui n'a pas été programmé pour nous. Il nous a été imposé de faire cette marche pacifique et qui a abouti justement à l'indépendance parce que malgré les morts, malgré justement, mais le résultat est là. Le 8 avril 1962, De Gaulle a fait un référendum en France. Est-ce que vous acceptez, voilà la démocratie, est-ce que vous acceptez ce que j'ai signé, les accords d'Évian? Eh bien, il a eu 80% aussi de oui. Alors, leurs enfants, ils meurent pour rien finalement. Eh bien, le 1er juillet, il y a eu le référendum en Algérie et chez nous même chez nous. Parce que là-bas, nous, on n'a pas le référendum, on n'a pas voté le 8 avril. Là. Le 2 juillet, c'est le résultat. Le 3 juillet, j'ai même les documents de De Gaulle. De Gaulle, il a envoyé même un message justement à Abdelrahman Fares, qui représente le GPRA, il représente l'Algérie, pour lui, Roche-Noir, et ben donc dans lequel il dit je vous félicite, l'Algérie est indépendante, etc. Abdelrahman Fares a répondu le jour même, le 3, et remercier De Gaulle, etc., que l'indépendance de l'Algérie. Mais bon, les gouvernants de l'époque, je dis bien de l'époque, eh ben, ils veulent concilier ça avec le 5 juillet, parce que le 5 juillet, c'est une date historique aussi, qu'il ne faut pas oublier, eh ben, de Bourmont, le maréchal de Bourmont, justement, celui qui a pas négocié, mais il a pris l'Algérie de force le 5 juillet 1830, eh ben, il a fait signer un traité avec le Hussein Dey, il a signé un traité de reddition le 5 juillet 1830. Et maintenant, nos gouvernants de l'époque, ils veulent concilier. C'est une bonne chose, si on veut, pour qu'on puisse, comme si ils nous ont pris le 5 juillet, ils ont pris Alger le 5 juillet avec un traité, bien sûr, de reddition, mais c'est un traité. Et maintenant, nous, on célèbre le 5 juillet. C'est devenu le 5 juillet. Mais il faut expliquer quand même à nos enfants, il y en a qui disent la France nous a donné l'indépendance. Ça aussi, il faut pas rentrer dans ce jeu-là. C'est le recouvrement de l'indépendance, de la liberté. L'Algérie, elle était indépendante avant les Français. Le coup d'éventail, ça suffit, hein, justement. Alors là, donc, le recouvrement, on a repris notre liberté. On l'a arraché. Parce qu'il y en a qui disent De Gaulle nous a donné l'indépendance. Parce que De Gaulle avait dit, je vous ai compris. Je vous ai compris, voilà. Finalement, lui, il sait où il va. Mais là, bien sûr, méthodiquement, finalement, il a été au but de ce qu'il voulait. Parce qu'en 56, avant qu'il soit au pouvoir, en 57, j'ai même des déclarations que j'ai mis même dans le livre. Il avait déclaré à des personnalités que l'Algérie, elle doit être indépendante. D'autant plus qu'on a lâché le Maroc et la Tunisie, l'Algérie, il partirait d'une manière ou d'une autre. Il a déclaré à Colombo les deux églises, quand il est venu au pouvoir, effectivement, il veut faire le jeu des pieds noirs et le jeu de... Et encore, peut-être ça va réussir. Il a même joué la troisième force avec le MNA, avec les messalistes. Il veut jouer cette troisième force pour mélanger tout. Mais finalement, ça n'a pas tenu puisque le FLN, il y a une rigueur, il y a une discipline, il y a un cloisonnement. Et c'est comme ça, il n'y a pas 36 chemins. Dans votre ouvrage, vous avez réservé 2 chapitres, l'un sur le rôle très important joué par les femmes dans cette marche mémorable. Pouvez-vous dire quelque chose à nos auditeurs? Tout le monde, quand il joue, tout le monde a participé. Il y a femmes, hommes, l'enfant, etc. Je cite un exemple parmi cette victime, justement. C'est Cheïda Fatima Bdar de 15 ans. Voilà, dans mon livre, j'ai consacré un chapitre sur elle et un chapitre spécialement pour les femmes. Le rôle de la femme, même pendant les manifestations. Et c'était l'aîné, justement, de ces 2 frères et 2 sœurs. C'était l'aîné, sa mère la veille lui a dit quand tu sors de l'école, il faut venir directement, tu vas garder tes frères et sœurs. Ton père et moi, on va y aller justement, le FLN nous a demandé et on voulait y aller justement à Paris. Il a eu même une prise de bec avec sa mère. Il lui a dit moi aussi je suis grande, moi aussi je veux. Et ben donc quand il est sorti à 17h, on lui dit aller à la maison. Il a été avec les Algériens, il est monté dans les cars à Saint-Denis pour aller à Paris. Et ben ils lui ont donné l'autorisation, il a ramassé ce qu'il a pu ramasser, ils l'ont enterré à Stein et encore avec
une concession, il a payé les 2 mètres carrés, hein. Il est mort pour l'Algérie, il n'avait pas 2 mètres carrés en Algérie. Dans le livre, j'ai tout détaillé, justement. Même les autorités ont refusé de la faire venir. Les autorités de là-bas et les autorités d'ici. Je l'ai dit, je le redis. On a cotisé, mes compagnons et moi. On a ramassé un peu d'argent. J'ai fait toutes les formalités vis-à-vis de Tichy, où elle est née, parce qu'il faut qu'ils acceptent de la réanimer chez eux. Et en France, avant d'exhumer, il faut qu'ils sachent où elle va. Il faut qu'ils donnent une garantie où elle va, justement. Moi, j'ai réuni tous ces éléments-là. Le 17 octobre, le 16 octobre 2006, on a transféré ces restes, justement. On a payé tout ce qu'il fallait. Même les pompes funèbres qui s'est occupé, il m'a dit, moi, tout ce qui est frais d'ici, je m'occupe, je les prends en charge. Occupez-vous du billet d'avion, c'est tout. Donc on a cotisé pour payer le billet d'avion, elle est arrivée. Quand elle est arrivée, effectivement, tout le monde veut dire c'est moi. Même l'Organisation nationale des Moudjahidines, même les Moudjahidines, ils sont venus à l'aéroport, justement, attendre le corps d'une martyre, mais sans participer. Et je le dis, je le redis. On l'a enterré au carré des martyrs, avec l'autorisation du ministère des Moudjahidines. Donc c'était un soulagement pour toute la famille, pour son père qui était toujours paralysé. Il est mort déjà il y a 2 ans, il est mort il y a 2 ans. Il a dit maintenant je peux mourir. D'ailleurs, il est mort quelques années après. Alors je demande maintenant à cette jeunesse, les jeunes, ils ont joué un rôle très important parce qu'ils sont courageux. Je cite Hassib Mbouali, je cite tout ça. Et nous, on la considère comme Hassib Mbouali de l'immigration. Pour conclure, avez-vous quelque chose à ajouter, notamment un petit message pour la jeunesse algérienne? Ils regardent un peu l'histoire, la vraie histoire. La vraie histoire, Aimé Césaire, justement, qui est connu, un philosophe connu, alors il avait dit « Un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir ». Celui qui ne connaît pas ses origines, d'où il est venu, il ne sait pas où il va. Il est dans un carrefour, il ne sait pas quelle direction qu'il faut prendre. Et maintenant, nos enfants, comme le passé, ils ne connaissent pas leur histoire, ils pensent que la France, elle est vraiment... Ils préfèrent mourir dans des barques justement, les harragas comme on dit, mourir dans la mer Méditerranée que de rester au pays. Ils se sacrifient comme ça. Et pourtant, nous les jeunes, on leur dit le pays, il n'a rien à voir. Parce qu'on dit, le bled, il n'a rien à voir. Que ce soit le pôle nord, le pôle sud de l'Algérie ou ailleurs, c'est la même terre. Il faut dire, alors pourquoi qu'on ne nous informe pas, on ne nous donne pas la vérité sur notre histoire? S'ils connaissent l'histoire, je suis sûr qu'ils vont s'accrocher. On va rester, ce pays-là, on va essayer de le fructifier, etc., etc. C'est ça le rôle maintenant. Le rôle de la jeunesse, ce n'est pas de se sauver et d'y aller servir ailleurs, justement. Alors je demande à ces jeunes d'être conscients et de comprendre leur histoire. Mais hélas, les manuels scolaires, ils sont vides. Voilà le problème. Il faut qu'on leur raconte l'histoire du 1er juillet et du 5 juillet. Il faut qu'ils le sachent, comment que ça s'est passé. Raymond Muel, il a écrit un livre. Il était un officier parachutiste pendant la guerre, parachutiste. Mais après, en 2000, il a écrit un livre. Il s'est rappelé de toutes les atrocités qu'il a fait, etc. Il a écrit un livre, genre de repentance pour lui. 7 ans de guerre en France contre le FLN frappé en métropole. Ça, c'est le titre, justement, du livre. Non, et que nos moudjahidines doivent raconter, justement, ce qu'ils ont vécu, de façon à ce que leurs enfants connaissent l'histoire. Il y a des enfants, leur père est moudjahid, ils viennent me dire, mon père, il nous a jamais parlé, il ne veut pas nous parler. J'ai dit à moudjahidines, moi, je l'ai fait une déclaration comme ça, intempestive, quoi. J'ai dit, les moudjahidines actuels, ils cherchent, justement, combien qu'on nous a ajouté à la pension. Ils cherchent que les pensions. Justement, ils cherchent l'argent. Donc, comme si ils ont vendu leur passé.